Bonjour, je suis Bernard-Marie Chiquet, fondateur de l'Institut AGI sur les nouveaux modes de gouvernance qui existe depuis une quinzaine d'années. Comment est-ce que je définirais l'holacratie? On va dire que c'est un ensemble cohérent d'outils à la fois de management et de self-management. La finalité, c'est vraiment le self-management. Pour la plupart des entreprises, au sens large, et ça peut être des associations, ça peut être des SCOP, des coopératives, en tout cas, l'intérêt, au principal intérêt pour l'ensemble des organisations qui décident d'adopter holacratie, c'est d'une part la responsabilisation. C'est un outil qui aide à la responsabilisation, qui aide également à la coopération, et le tout au service de la raison d'être. Bon, ce sont des mots derrière les mots, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Par exemple, je vais illustrer avec quelques exemples. Pour ce qui concerne la responsabilisation, on intervient dans une entreprise qui est dans le domaine du digital marketing, dans cette entreprise, il y a une personne qui s'appelle Sarah qui s'occupe de la newsletter. Son activité principale, c'est la newsletter. Cette entreprise décide d'adopter holacratie, et donc avant de lancer la pratique holacratique, on va traduire la façon dont fonctionne cette entreprise en ce qu'on appelle en rôle, c'est-à-dire qu'on va décrire, en cercle et en rôle, on va décrire le système d'autorité de l'entreprise. Donc on va voir Sarah, puis on lui demande qu'est-ce que tu fais, Sarah? Et Sarah nous dit, moi je rédige les newsletters, elle faisait d'autres choses, mais enfin. Et puis, bon, très bien, une fois que tu as rédigé les newsletters, qu'est-ce que tu en fais? Je l'envoie au rédacteur en chef. OK? Donc on va voir le rédacteur en chef, on dit au rédacteur en chef, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu reçois la newsletter? Le rédacteur en chef répond, une fois que je reçois la newsletter, je la lis. Ça fait sens, puisque on me l'a envoyée, je la lis, et puis j'y ajoute un certain nombre de choses, j'essaie de la bonifier. Et je lui pose la question parce que je sentais qu'il n'avait pas forcément besoin et envie de la lire. Je lui dis, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un système dans lequel tu ne la lises pas? En d'autres termes, est-ce que tu penses que Sarah a suffisamment de compétences pour pouvoir faire les newsletters et puis que les newsletters partent comme ça en l'état? Et il me répond oui spontanément. Là, c'est intéressant parce que dans le modèle conventionnel, on fait des choses sans forcément se poser la question. Et là, il y avait un angle mort. On faisait les choses par habitude. Celle qui rédigeait la newsletter l'envoyait au rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, évidemment, puisqu'il la recevait, il la lisait et il la modifiait. Ce qui veut dire pour Sarah qu'en fait, elle était assez peu motivée parce qu'elle savait que depuis des mois qu'elle faisait la newsletter, qu'à chaque fois, sa newsletter, l'œuvre qu'elle avait produite, allait être changée, modifiée de manière significative par son boss. Le simple fait de poser la question fait que lorsqu'on a rendu compte des rôles et des autorités, on a défini que Sarah allait avoir un rôle qui était la newsletter avec une activité qui est de rédiger et envoyer les newsletters et qu'il n'y aurait pas de rôle rédacteur en chef. Ce qui fait que quand on va voir Sarah 3 mois plus tard et qu'on lui dit « Sarah, écoute, ton entreprise a adopté holacratie, mais finalement rien ne change pour toi puisque tu faisais des newsletters et tu continues à faire des newsletters. » Et effectivement, les choses ne changent pas, le business reste le même, les activités restent les mêmes évidemment. Et Sarah nous répond « si, tout change pour moi. Parce qu'avant, je croyais que j'étais responsable, mais en fait je ne l'étais pas. Puisqu'à chaque fois que j'avais rédigé la newsletter, en fait elle était complètement modifiée par le rédacteur en chef. Maintenant et seulement maintenant, je suis vraiment responsable, dit-elle, parce qu'une fois que la newsletter est rédigée, c'est moi qui l'envoie aux 15 000 clients directement. Et là, je suis vraiment responsable. Je n'ai pas besoin de faire valider. Dès qu'il y a un système de validation ou d'approbation, on n'est pas dans la responsabilisation, ou disons qu'il y a encore une marge de progression dans la responsabilisation. Alors, je pense que ça, c'est le premier intérêt, c'est la responsabilisation, c'est un modèle à la mode. Encore faut-il trouver des outils et des mécanismes qui permettent à tout à chacun d'être vraiment responsable. Je pense que cette situation illustre bien le sujet. Coopération maintenant. Dans une autre coopération, alors c'est aussi un mot très utilisé depuis toutes ces années, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut permettre des outils comme ceux de holacratie? Illustrons encore avec un exemple, ça sera plus simple et plus parlant. J'aime bien les choses concrètes et holacratie n'est que à propos de situations concrètes et d'outillage permettant de traiter les situations concrètes de manière différente. Autre exemple, donc Isabelle, responsable marketing, doit publier le catalogue des produits et ils font du print, c'est-à-dire que c'est un catalogue papier dans leur métier, ça fait sens. Et donc elle s'apprête à faire ça, sauf que évidemment elle a besoin d'intégrer les derniers produits. Les derniers produits sont décidés par le directeur de la stratégie produit. Directeur, comme son nom l'indique, la stratégie produit, c'est quelqu'un de plus gradé dans son entreprise, qui est une entreprise d'une centaine de personnes. Ça fait des semaines en fait qu'elle court après Georges, et Georges c'est quelqu'un qui est débordé, qui a beaucoup de choses à faire, et qui à chaque fois lui dit oui, j'y pense. Il n'est pas de mauvaise intention, mais il est débordé, mais c'est en troisième priorité, et comme il a plein d'autres choses qui viennent en priorité devant, et bien en fait il ne traite jamais, et ça dure pendant des semaines. Isabelle me dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et je dis avec l'outil holacratie c'est simple. Puisque dans ton rôle, tu as toute autorité de faire imprimer les catalogues, ce que tu peux faire, sachant que tu as toute autorité, quel que soit, même si Georges a un statut hiérarchique plus élevé,
tu peux faire la chose suivante, ça va te prendre 10 minutes, tu vas arrêter de consommer de l'énergie pour rien, tu vas pouvoir lui dire, écoute, Georges, je vais faire imprimer, je vais envoyer le bon à tirer du catalogue dans 10 jours à telle heure. Si d'ici là, tu as des éléments nouveaux, je les intégrerai, mais après, ça sera pour le catalogue suivant. C'est extraordinaire parce que par cette simple phrase, cette simple décision qu'Isabelle a prise, qui est tout à fait autorisée parce qu'elle est permise par les règles du jeu de l'holacratie, on parlera tout à l'heure de la Constitution, eh bien elle a pu se libérer d'un poids qui était de courir, qui a créé beaucoup de démotivation et de frustration. Elle permet à l'entreprise de sortir son catalogue en temps et en heure, et elle permet à Georges de le mettre face à ses responsabilités pour qu'effectivement il puisse bien définir ses priorités ou pas prioritaires. Et Georges, qui est très créatif, avait besoin de ce cadre. Et donc c'est assez extraordinaire parce que c'est juste une petite phrase, une petite décision, autorisée de manière explicite dans les règles du jeu, on verra que c'est dans la Constitution, qui permet finalement d'améliorer la vie professionnelle d'Isabelle, de Georges, et qui permet à l'entreprise de sortir son catalogue. Donc voilà, responsabilisation, coopération, ça apporte quoi aussi? Très souvent, c'est les entreprises ou les organisations sont intéressées pour aligner les choses par rapport au talent. Et on dit c'est vrai que ça fait sens que tout le monde puisse s'aligner sur ses talents. Concrètement, ça veut dire qu'il fasse un travail qui corresponde à sa zone de talent, il sera probablement plus performant et surtout plus épanoui. Et ça servira à la fois à la personne et ça servira à l'entreprise, évidemment. Donc en quoi Holacracy permet ça ou pas? Permettez-moi de vous raconter une autre histoire, ce sera plus simple que des grands discours abstraits. Donc une autre entreprise, une femme qui s'appelle Dominique, et donc on en est toujours à la phase préalable à l'adoption de cette pratique qui s'appelle l'holacratie, qui est une pratique dans la durée. Comme pour Sarah tout à l'heure, on interroge Dominique, on dit qu'est-ce que tu fais? Et elle nous liste tout ce qu'elle fait. Et nous, bien sûr, notre métier, c'est sur cette étape-là, ça va être de traduire en rôle, en système d'autorité, qui sont les rôles, les activités faites par Dominique. On l'écoute et au fur et à mesure qu'on l'écoute, on identifie 15 rôles différents. Là où probablement il y avait juste une fiche de poste qu'elle ne regardait même pas, qui était la somme de tout ce qu'elle était censée faire, qui est le résultat d'un certain nombre de stratifications historiques du travail qui s'est augmenté au fil des années. Ça faisait 15 ans qu'elle était dans cette entreprise. Sur les 15 rôles, on les regarde ensemble et puis il faut savoir que Dominique était fatigué, à la limite du burn-out, débordé, et on regarde les 15 rôles, et puis je pose la question, est-ce que vraiment on a besoin de toi pour faire les 15 rôles? Et assez rapidement, on se rend compte que sur les 15 rôles, il y avait 11 rôles qui ne nécessitaient ni la seniorité, ni les talents de Dominique. Et qu'en fait, ces 11 rôles-là pouvaient très bien être donnés à d'autres personnes, beaucoup plus juniors, moins bien payées, parce qu'elle avait beaucoup d'expertise, et qui avait les talents suffisants pour faire ces 11 rôles, et ce qui aurait pour vertu de libérer Dominique. Et donc, une fois qu'on a vu ça, évidemment, Dominique a géré ça pour que ça se fasse, et elle s'est ainsi libérée rapidement, ça s'est fait dans le mois, de 11 rôles qui lui a permis de sortir de la zone de débordement et d'épuisement dans laquelle elle était, et de se recentrer sur ces 4 rôles de talent. En fait, l'outil Holacracy permet juste de révéler ces angles morts. C'est juste un outillage qui permet de se poser la bonne question de ce qu'on fait avec un outil qui est spécifique, qui s'appelle le rôle, qui permet de voir quelles sont les différentes identités. Si je prends une métaphore, et imaginons que le travail de Dominique, ça soit un tiroir, on ouvre le tiroir et qu'est-ce qu'on voit? Il y a des chaussettes, il y a des pyjamas, il y a des slips, il y a des smokings, il y a des robes de soirée. Tout ça, c'est différent. Et donc, en holacratie, sans rentrer dans de la bureaucratie, loin de là, au contraire, on va identifier ce qui est un pyjama, on va mettre ça sur la pile des pyjamas, et puis des smokings, et puis etc. Vous comprenez, pour avoir des choses qui soient cohésives, qui est une forte cohésion. C'est pour ça qu'on passe du tiroir Dominique avec tous ces trucs différents à 15 rôles. Et en fait, cet exercice, il est loin d'être bureaucratique parce qu'il a permis de lever des angles morts et donc ensuite de pouvoir permettre à Dominique de s'aligner sur sa zone de talent et puis à d'autres personnes qui n'avaient pas de responsabilité ou peu de responsabilité de pouvoir en prendre sur les 11 rôles qui sont restés. Donc, responsabilisation, coopération, alignement sur les talents et puis le quatrième intérêt, puis je m'arrêterai à 4, il y en a d'autres, mais pour rester sur l'essentiel, le quatrième intérêt, c'est que en fait, cet outil ou cet ensemble d'outils permet à chacun non seulement de s'exprimer, mais ça, à la limite, s'exprimer, chacun une voix, je pense que c'est assez fréquent, pas partout malheureusement, mais c'est assez fréquent, mais finalement, pouvoir s'exprimer sur un sujet, si ce n'est pas suivi des faits, quel est l'intérêt? Bon, c'est sympa au début, mais quand on voit qu'à chaque fois que je m'exprime, finalement, ça ne sert pas et ça ne modifie rien et que je ne suis pas vraiment acteur du changement, on laisse tomber, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois quelque chose qui pourrait être amélioré dans l'entreprise, durablement, alors à ce moment-là, moi, et quand je dis moi, c'est n'importe quel collaborateur de l'entreprise
quel que soit mon statut d'avant, dirigeant, manager ou simple employé, je peux modifier je suis autorisé à, et la boîte à outils fournit les mécanismes, en l'occurrence un processus de gouvernance. Je peux donc gouverner tout ce qui limite mes activités dans l'un de mes rôles et je peux modifier jusqu'à y compris la structure d'autorité, ce qu'on appelait autrefois l'organigramme. Concrètement, une petite histoire, ça m'est arrivé à moi, chez AGI Partner, l'institut AGI dans lequel que j'ai fondé et qui pratique Holacracy. On est l'entreprise la plus ancienne au monde, où avec Holacracy One, on pratique Holacracy, ça fait plus de 10 ans maintenant, 11 ans. Et un jour, donc je donne souvent des formations, un jour je donne une formation, ça remonte à quelques années maintenant, beaucoup d'années d'ailleurs, dans une salle, et dans la salle il y avait un poteau au milieu. C'est-à-dire que je ne pouvais pas voir l'intégralité des participants, en plus le poteau il n'était pas comme ça, mais il était plutôt comme ça, donc il fallait que je tourne la tête des deux côtés, c'était vraiment l'horreur. L'expérience pour les participants était médiocre, et l'expérience pour le formateur était médiocre, et ça a duré 2 jours, et c'était épuisant. Et donc quand je suis sorti de ces 2 jours, j'ai dit plus jamais ça. Quand je suis dans le modèle conventionnel, quels sont mes outils? Je vais aller voir la personne qui réserve les lieux et puis je vais dire plus jamais ça. Je vais lui dire du mieux que je peux, elle me dit oui, j'ai compris, mais moi ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ce que je voudrais, c'est que ça soit plus jamais ça à vie, quels que soient les changements, parce que cette personne qui aujourd'hui est dans le rôle qui s'occupe de réserver les lieux, elle peut partir en congé, elle peut partir en congé sabbatique, elle peut quitter la société, elle peut être remplacée par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y a toujours ce facteur de risque. C'est que cette information, cet apprentissage, cette erreur qu'en fait est un apprentissage, soit perdue au fil des années. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de gouverner ce qui limitait mes activités de formateur en l'occurrence. Je suis allé à cette fameuse réunion de gouvernance dont je viens de parler, qui est donc explicitée, rendue explicite à l'article 3 de la Constitution, j'en parle dans un instant, et j'ai dit plus jamais ça. Le facilitateur, heureusement il y a un facilitateur, il m'a dit par cadré, il m'a dit Bernard-Marie, on attend une proposition de ta part. Donc je suis passé en mode constructif et j'ai proposé de modifier la responsabilité, on appelle ça la redevabilité, la responsabilité ou l'activité attendue de la personne qui s'occupe des lieux, donc qui est dans un rôle qui s'appelle le rôle lieu, qui a comme activité, comme offre de service, de rechercher, de sélectionner, de contracter pour vous, clients finalement, les lieux pour vos formations. Et donc j'ai dit, je propose de modifier cette responsabilité du rôle lieu, donc pas de mon rôle, du rôle qui s'occupe de réserver le lieu. Je propose de modifier cette responsabilité en mettant rechercher, sélectionner et contracter avec les lieux dans le respect du cahier des charges fourni par formateur. Le processus de gouvernance permet de prendre des décisions sans objection, je ne vais pas développer ça, c'est un outil très puissant qui permet de prendre ce genre de décision de manière efficace et d'éviter tous les débats stériles. Et donc ça a été accepté en l'état. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai créé mon premier cahier des charges. Et comme on est en mode agile et que je n'ai pas l'intention de noircir des pages et des pages de cahier des charges à partir d'aucune réalité spécifique, la version 1.1 du cahier des charges, je vous la fais courte, il y avait une ligne, pas de poteau au milieu de la salle. Boum. Ainsi est née la version 1.0 du cahier des charges. Et donc à partir de maintenant, quelle que soit la personne qui est dans le rôle en charge de réserver les lieux, elle devait s'aligner c'était une des contraintes dans la recherche de lieux, c'est qu'il n'y ait pas de poteau au milieu. Bien sûr, il y a eu d'autres erreurs ou apprentissages, parce qu'en fait, en réalité, ce sont des apprentissages au fil des années qui font qu'aujourd'hui, si vous me demandiez de vous présenter le cahier des charges des lieux pour nos formations, il fait 15 pages, il a été restructuré N fois, etc. Et c'est enrichi progressivement à partir de ce qu'on a pu observer dans la réalité. Donc si je résume, les intérêts, j'en ai cité 4, il y en a d'autres, mais 4 principaux. Vraiment un outil d'aide à la responsabilisation. Rappelez-vous de Sarah, un outil pour coopérer. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre Isabelle et Georges, quelles que soient les différences de grade et de statut. Un outil pour s'aligner sur mes zones de talent. On a tous des zones de talent. Il y a encore des personnes qui ne le savent pas, mais tout le monde a des zones de talent. Une fois qu'on le sait, c'est facile de les trouver, mais tant qu'on n'imagine pas ça, c'est difficile. Rappelez-vous l'histoire de Dominique. Et puis, chacun d'entre nous, si évidemment vous vous emparez de l'outil, vous pouvez être un acteur de changement, pas quelqu'un qui s'exprime, c'est vraiment pas suffisant, on monte la barre. Chacun peut gouverner. Je pense que c'est vraiment la gouvernance est distribuée. C'est-à-dire qu'avant la gouvernance, c'était à l'étage de la direction, et maintenant, il y avait ceux qui gouvernent et ceux qui étaient gouvernés. Bon, on connaît ça depuis Taylor, il y a plus de 100 ans. Maintenant, chacun d'entre nous, si on s'en empare, vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr, mais vous avez les outils qui vous permettent de gouverner, y compris modifier donc l'organigramme de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle vous êtes, à partir du moment où vous rencontrez des limites, des choses qui vous freinent dans l'exercice de vos activités, dans vos rôles. Voilà, je pense que les principaux intérêts. Donc tout ça,
Holacratie, derrière tous ces mots, j'ai voulu illustrer parce que sinon on ne comprend pas la profondeur des choses, c'est dans une constitution. En fait, holacratie, c'est une constitution. La seule définition de holacratie, c'est ça. C'est une constitution. C'est quand même étonnant que, alors qu'on connaît la notion de constitution ou le concept de constitution depuis longtemps dans la plupart des pays au monde, eh bien la constitution, le mode de gouvernance constitutionnelle n'avait toujours pas entré, n'avait toujours pas franchi les portes de l'entreprise. C'est quand même étonnant quand on y réfléchit. Et donc en fait c'est tout simplement ça. Holacratie est certainement la première forme de constitution aboutie, c'est quand même 10 ans et maintenant dans la version, donc ça c'est la version 4.1, on travaille sur la version 5.0. C'est la première constitution un peu sérieuse et aboutie qui a profité de l'intelligence collective de milliers de cas d'entreprises qui l'utilisent, qui rentre dans les portes de l'entreprise de la même manière que c'est rentré depuis longtemps en France et dans plein d'autres pays. Cette constitution, elle est assez simple, il y a 70 pages dans cette version, 40 si vous prenez un format 4. Il y a 5 articles. Le premier article définit le système d'autorité avec la notion de rôle, avec la notion d'offre de service, on appelle ça de redevabilité, raison d'être et puis domaine. Le deuxième chapitre concerne la question des équipes, donc on parle de cercle. Un cercle, c'est un rôle dans lequel il y a des rôles, donc comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on crée des cercles, comment on supprime des cercles, comment est-ce que ça marche, il y a quelques rôles attachés au concept de cercle, le rôle de facilitateur, le rôle de secrétaire, le rôle de second lien, le rôle de premier lien, etc. Et puis l'article 3 définit ce fameux processus de gouvernance qui m'a permis de créer des capacités au sein de l'Institut AGI pour que plus jamais ça, c'est-à-dire plus de poteaux dans les salles de formation, je ne vous la refais pas. Et puis vous avez à l'article 4 les règles de coopération entre acteurs, ce qui a permis à Isabelle de pouvoir sortir de la seringue dans laquelle elle était et d'aider Georges à sortir pour qu'elle puisse sortir le bon à tirer du catalogue, vous vous rappelez. Et puis aussi un processus d'entraide qui s'appelle la réunion de triage. Et puis l'article 5, ben pour tous ceux qui voudraient s'emparer de cet outil et l'adopter formellement dans leur organisation, quelle que soit la forme juridique, scope coopérative, société anonyme, secteur public, c'est déjà fait, eh bien, il y a la démarche à suivre pour définir la raison d'être, et puis comment est-ce que vous créez l'ancrage, c'est-à-dire l'interface entre l'entité morale, parce que toutes ces organisations sont des personnes morales d'un point de vue légal, et puis la réalité de l'organisation, parce qu'on ne voudrait pas faire du hors-sol. Voilà pour la Constitution. Souvent, on me pose la question de savoir s'il y a une différence entre holacratie et entreprise libérée. Bah oui, déjà par le nom, évidemment, il y a une différence, mais on peut dire que globalement, ça ressort d'une même tendance, qui est, je pense, généralement admise maintenant, c'est que le système de pouvoir hiérarchique qui date maintenant de Fayol Taylor, qui est probablement plus ancien que ça, il est has-been. Bon, je ne vais pas aller là-dedans, c'est tellement, tout le monde est vraiment familier avec ça, donc il faut faire autrement. Et qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont décidé depuis longtemps de faire autrement, et certaines depuis les années 1950, et probablement peut-être plus anciennes. Bon, et tout ça a été ensuite récupéré dans un certain nombre de mouvements. Donc Entreprise libérée, ce mouvement est né du bouquin d'Isaac Gates qui a collectionné quelques entreprises qui ne se connaissaient pas et puis voilà, qui fonctionnaient différemment. Il a mis une définition là-dessus, de la même manière que Frédéric Laloux a fait la même chose avec son bouquin Reinventing Organization sur un certain nombre d'entreprises, d'autres entreprises. Holacratie rentre dans ce mouvement-là, sauf qu'il va un peu plus loin, il fait rentrer la constitution dans le monde des entreprises, qui était en retard en termes de démocratie, en termes de démocratisation, en retard par rapport à la société. Ce qui fait que quand je suis dans une ville, j'ai beaucoup plus de liberté que je n'en ai quand je suis salarié dans une entreprise. Ce qui n'est juste pas normal quand on réfléchit 2 minutes. Je me demande comment on fait pour ne pas avoir créé ça plus tôt, d'aller vers un management et un self-management constitutionnel. C'est juste une évidence pour moi en tout cas. Dans les entreprises libérées, en fait, peu s'appuient sur une constitution et donc quand vous êtes encore dans un système de dépendance, j'allais dire au roi, mais au leader libérateur. D'ailleurs, dans l'entreprise libérée, le patron, on indique le patron qui libère son entreprise, souvent en travaillant sur lui, comme si on devait dépendre de la capacité d'un patron pour travailler sur lui pour se libérer. Enfin bon, je challenge beaucoup ça. Je trouve que la barre est pas assez haute. C'est génial ce qui est fait, mais je trouve que la barre est pas assez haute. Puis on voit bien quand le patron part, l'entreprise qui était libérée, elle se délibère assez rapidement. Dans l'entreprise libérée, même si la finalité est un peu la même, comme on aide à la responsabilisation, à la coopération, à l'alignement sur les talents, et puis que chacun puisse être acteur du changement, je pense que les objectifs sont un peu les mêmes, il n'y a pas forcément les outils pour le faire, et en tout cas, il y a un système de dépendance par rapport à ce leader libérateur. Si je reste sur la métaphore de la Constitution, dans le système libéré, en fait, vous dépendez d'un roi qui libère le royaume versus un système constitutionnel. Alors qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais
Probablement que la Constitution va un peu plus loin, ce n'est pas nécessairement l'outil miracle pour tout le monde, mais c'est juste pour vous donner quelques points de repère sur la différence entre l'holacratie et l'entreprise. Si vous voulez plus avoir de lien de dépendance et être vraiment intéressé par la pérennité, on voit tous les clients, toutes les entreprises que j'ai pu accompagner, que ce soit Arcadie, les Scarabée Biocop, sont des entreprises à mission, et effectivement, ils visent la pérennité dans la durée, bien au-delà du dirigeant qui, à l'instant T, aurait pu libérer son entreprise. Question qu'on me pose souvent aussi, c'est à propos du management. Alors, il y a une espèce de fantasme qui court, notamment d'ailleurs entreprises libérées. Moi, j'ai eu pas mal de clients qui avaient vu le bonheur au travail sur Arte et qui, derrière, le lundi matin, ont réuni leur comité de direction et ont dit « je vous libère ». Et puis, ils ont pris du retrait par rapport à l'entreprise et pour la plupart de ceux que je connaisse, ils se sont vautrés carrément dans les années qui ont suivi. Dans l'année qui a suivi, ça va plus vite que ça. Il y a une incompréhension de ce que c'est que tous ces nouvelles formes de gouvernance. Non, le management ne disparaît pas, évidemment que non. Les fonctions managériales, que vous soyez en modèle conventionnel, que vous soyez en modèle qui s'appuie sur holacratie ou que vous soyez en entreprise libérée, les fonctions managériales, et c'est du bon sens, elles restent. Les fonctions managériales, prenons un exemple. Lorsque vous travaillez, quel que soit le travail que vous faites dans n'importe quelle entreprise, très souvent, vous avez plus de projets que de capacités à les faire, des capacités en nombre, en ressources ou même en talent. Donc on est toujours débordé, il y a plein de choses qu'on voudrait faire et notre capacité à faire est en général inférieure à toutes les envies qu'on aurait de faire des choses. Donc il y a une fonction managériale qui est vraiment clé, qui est importante, qui est la capacité à prioriser, c'est-à-dire à trancher en disant sur les 50 projets qui sont là, compte tenu de nos ressources, on ne peut pas se permettre de faire les 50 en parallèle, sinon on ne fera rien. C'est juste du bon sens. Il faut bien qu'on ait quelque part la capacité, nous entreprises, de trancher et de dire, on va prendre ces 8 projets et puis les autres, on les met de côté. Et il y en a, on ne fera pas parce qu'il y a des choses plus prioritaires. Et c'est parce qu'on est capable de trancher et de dire, ceux-là, on ne va pas les faire, que du coup, on pourra focaliser notre énergie sur les 3 projets importants. Cette capacité à trancher et à prioriser, tout le monde ne l'a pas. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en consensus. La plupart des êtres humains n'ont pas ce talent-là. Ce talent-là, rares sont les êtres humains qui l'ont, cette capacité à trancher. Il peut y avoir aussi des processus, mais du coup, ces personnes qui ont cette capacité pour prioriser, ça a probablement fait d'eux, dans le modèle conventionnel, des managers, évidemment, ou des dirigeants. Parce que c'est vraiment une des fonctions managériales. Il y en a d'autres, comme la capacité à accompagner, la capacité à affecter les bonnes personnes dans les mots, etc. Il y a plein d'autres fonctions managériales. Mais j'en ai pris juste une pour démontrer que, quel que soit le système de gouvernance que vous utilisez, évidemment, les fonctions managériales restent. Donc la question, elle n'est pas d'éliminer le management, la question, elle est plutôt de rendre explicite les fonctions managériales. Et je pense que c'est ce que holacratie fait très bien, remarquablement bien. Dans le modèle conventionnel, les fonctions managériales sont assez peu décrites. Moi, j'ai été manager pendant longtemps et en gros, on m'a dit tu fais le budget, débrouille-toi pour faire le budget et d'avoir une super équipe motivée. Ok, on peut dire que c'est un peu court comme cahier des charges. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a si on creuse un peu et qu'on distille ou qu'on rend explicite l'ensemble des fonctions managériales, ce que la Constitution holacratie fait, elle fait que ça en fait. Elle rend explicite les différentes fonctions managériales pour ensuite, une fois qu'elles sont explicites, c'est facile à comprendre, et différenciées, on va pouvoir maintenant les distribuer. Et en fait, c'est que ça, la Constitution, c'est de rendre explicites les fonctions managériales et de les distribuer sur plusieurs rôles, sous-entendu plusieurs personnes derrière, voire même sur des processus. Par exemple, le manager d'avant, il va devenir, selon holacratie, il va devenir leader de cercle ou premier lien, ou leader de cercle en 5.0, premier lien en 4.1. Et le leader de cercle, il a un jeu d'offres de services, de redevabilité extrêmement réduit. Il y en a 5, comme les priorités, comme l'affectation des personnes au rôle et comme définir les indicateurs. Il y en a quelques, voilà. Mais donc, il y a un nombre limité d'activités, ce qui soulage les managers d'avant. Beaucoup de compassion pour les managers d'avant parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Et du coup, à force de ne pas savoir quand s'arrêter, souvent, ils font plus que ce qu'ils devraient faire, juste pour se rassurer ou pour réduire le niveau d'anxiété qu'ils ont ou qu'ils le perçoivent en tant que manager. Alors là, maintenant, ils sont soulagés parce qu'ils ont un jeu de redevabilité extrêmement clair. Qui d'autre que celui qui fait peut mieux gouverner ce qu'il fait? C'est évident. C'est celui qui fait qui sait, par construction. Et donc, puisqu'il fait et qui sait, ce serait normal qu'il puisse gouverner, comme moi j'ai gouverné mon poteau dans mon rôle de formateur, vous vous rappelez tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de distribuer ces fonctions managériales de gouvernance pour chacun des rôles. Et donc, un collaborateur qui faisait avant des newsletters, maintenant il gère. Il manage une mini-entreprise qui s'appelle newsletter. Et du coup, au titre de cette mini-entreprise, il va pouvoir modifier, il a beaucoup plus de pouvoir et d'autorité
pour impacter et donc pour manager. C'est des tâches qui étaient, c'est des fonctions managériales qui étaient du ressort, même si ce n'était pas explicite, du manager avant dans le modèle conventionnel et qui maintenant sont distribuées sur toutes les personnes qui ont des rôles et des activités différentes. En fait, c'est ça la Constitution. Donc le management, il est juste rendu explicite, les fonctions managériales sont rendues explicites. Par défaut, il y a un certain nombre de redevabilités, d'activités, de fonctions managériales qui sont incarnées par, dans chaque cercle, il y a un leader de cercle. Et ça, c'est l'option par défaut, vous pouvez aller plus loin en termes de self-management après. Et en tout cas, toutes les personnes qui avaient des activités, qui faisaient des choses, maintenant elles gèrent et elles managent des rôles. Et donc elles prennent pour partie les fonctions managériales qui correspondent à leur terrain d'activité. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi des rôles comme le facilitateur, le secrétaire secondien, qui sont des fonctions managériales, qui sont incarnées à travers des rôles, qui sont définis par cette Constitution, et dès l'article 2 avec le cercle, et qui sont affectés probablement à d'autres personnes que l'ancien manager. Et en tout cas, pour le facilitateur et pour le second lien, ça peut être tout le monde sauf le manager. Juste pour donner le goût, donc les fonctions managériales ne disparaissent pas, les managers non plus. En fait, la finalité, c'est le self-management, c'est que tout le monde manage et gouverne tout ce qu'il fait, en fait, toutes les limites de ce qu'il fait, et d'avoir vraiment des responsabilités. Rappelez-vous de Sarah, je crois que j'ai donné beaucoup d'exemples. Vous prenez Sarah plus le poteau, vous avez une idée de ce que ça veut dire gérer un rôle. Simplement, en fait, le management, il a changé de forme. On est passé d'un management qui est, je ne sais pas comment le qualifier, hiérarchique, en fait. Oui, hiérarchique, parce qu'il y a un contrat de travail avec un lien hiérarchique, et que tout était mélangé, à un mode de management dit constitutionnel, qui n'est pas l'objectif. L'objectif et la finalité, on est tous d'accord, enfin en tout cas pour ceux qui partent en holacratie, qui adoptent l'holacratie, c'est le self-management, la capacité à chacun d'être complètement responsable et de coopérer de pair à pair, et pour passer de l'un à l'autre, du management ou du pouvoir hiérarchique à un pouvoir constitutionnel pour aller vers le self-management, on a, et c'est facile à comprendre, nécessité de rendre explicites les fonctions managériales pour être en mesure de les distribuer de cette façon-là pour démarrer, et quitte à aller plus loin ensuite. Et puis la dernière question à laquelle je voudrais répondre, c'est souvent on me dit mais holacratie c'est pour les startups, c'est pour les petites entreprises et comment est-ce qu'on peut accompagner la croissance? Non, d'ailleurs j'ai dû accompagner 75 à 80 organisations là, depuis ces 10 dernières années. On a accompagné quelques startups, j'ai accompagné quelques startups mais finalement assez peu. On a accompagné beaucoup d'entreprises dans le domaine de la distribution, dans le domaine du service, dans le domaine de la production, il y a même des restaurants et des magasins, donc c'est pas du tout ce que les gens peuvent imaginer. Et si je prends Scar et Bibliocop, lorsqu'on a commencé à les accompagner, donc ça fait 6 ans maintenant, enfin ça fait 5 ans qu'ils pratiquent, on est déjà en relation avec eux depuis 6 ans, eh bien ils sont passés de 120 collaborateurs à 250. Et probablement qu'ils n'auraient pas pu faire cette croissance aussi facilement qu'ils l'ont faite sans avoir adopté holacratie, donc il n'y a pas de souci pour ça, au contraire. Avec mon histoire de poteau, vous comprenez bien qu'en fait, tous les changements qui sont importants pour l'entreprise, qu'elle va voir à travers la réalité et l'expérience de l'ensemble des acteurs au sein de l'entreprise, de l'organisation, vont pouvoir être recyclés en évolution de la structure. Donc en fait, c'est un outil qui permet de façon native de changer. En fait, il n'y a plus de changement. Il n'y a plus besoin de gérer le changement. Le changement, il est géré directement par l'ensemble des acteurs qui captent des difficultés, des améliorations, des innovations, on appelle ça des tensions en holacratie, et qui s'en occupent et qui amènent ça à la table de la gouvernance qui permet de faire évoluer le corps de l'organisation et de la structure. Voilà, je vous remercie de votre attention.